J'ai été président de l'Ordre dans l'année qu'on appelle 71-72, choisi en octobre 71 et j'ai laissé en octobre 72. Vous étiez président, directeur général à ce moment-là? Non, président. Le président était un élu par le conseil à ce moment-là, et non pas par la majorité. Il n'y avait pas une grande élection. Et on avait un directeur général, qui à ce moment-là était M. Hervé Lisotte. Tout le staff de l'OIFQ, si tu veux, qui s'appelait Corporation à ce moment-là, était construit de M. Lisotte comme directeur général. On l'appelait secrétaire général, je crois. Et il y avait aussi Lise Bérubé, qui était la secrétaire principale et la seule. Et elle pouvait compter sur une adjointe à temps partiel là, pour la dactylo, etc. Avez-vous une idée combien de membres il y avait à ce moment-là? Je crois que le nombre était alentour de 750. Et ce nombre-là avait augmenté beaucoup dans les 3 ou 4 années qui avaient précédé ma présidence. Parce que il graduait des classes de 50, 60, 70 à ce moment-là. Alors que si tu prends la période avant que moi je devienne ingénieur forestier, on parlait plutôt de classes de 15, 20 et même moins. Alors l'ordre, je vais appeler l'ordre, connaissait une croissance assez importante à ce moment-là. C'est quoi les grands enjeux du moment de votre présidence? Quels ont été les enjeux de votre présidence? Il y en avait donc 2 extérieurs et 2 internes. Okay? À l'interne, l'année précédente, mon mandat, les ingénieurs forestiers du gouvernement s'étaient syndiqués. Et ils avaient réclamé à l'ordre qu'on leur donne qu'on leur concède une cotisation différente de celle des membres réguliers. Ce qu'ils avaient proposé, si je me souviens bien, c'était eux paieraient 50 $ pour être membres et les non-syndiqués paieraient 100. Ça avait été rejeté, mais dans l'année de ma présidence, il restait des traces de résistance à cette décision-là qui avait été prise. Alors, c'était la première chose, c'est de réconcilier un peu tout le monde alentour de dire, écoutez, il y a deux fonctions. Il y a la fonction du syndicat et la fonction de l'ordre, il faut les séparer. Le syndicat est là pour vous donner de meilleures conditions, prendre soin de vos salaires. L'ordre, lui, sa mission, c'est protéger le public et de vous permettre, en fait, de bénéficier de droits exclusifs de pratique. Alors, je pense que graduellement, ça s'est estompé. Quelqu'un me disait que c'est revenu un petit peu plus tard dans la chose, mais de toute façon, c'était réglé. Ça, c'est un élément interne. Le deuxième élément interne, c'était qu'il y avait des ingénieurs forestiers qui étaient assez insatisfaits de la préoccupation de l'ordre envers les questions de parcs, de faune. Et c'est des gens qui travaillaient dans ce domaine-là. Et je sentais qu'ils étaient pour nous laisser. Je leur ai proposé de former un comité, faune et parcs. Ces gens-là se sont donnés corps et âme. Ils nous ont donné pratiquement l'ensemble des politiques qu'on a connues dans ce domaine-là pour les 10 années qui ont suivi. Et ils sont redevenus, si tu veux, on va appeler ça des vrais passionnés de l'ordre et de son rôle. Ça, c'était à l'extérieur, bien, on était au balbutiement du Code des professions. Alors, le Code des professions, à ce moment-là, était un bill, une préparation, un passage de la loi. On travaillait avec je ne sais pas si c'est le comité ou le groupe interprofessionnel, et il fallait passer beaucoup de temps à donner des avis sur le code lui-même. Et évidemment, le comité interprofessionnel avait été un peu chargé de donner des avis sur la révision des différentes lois, dont celle des ingénieurs forestiers. Alors, on avait à l'interne un nombre de comités pratiquement effarant. Je crois qu'on avait 14 comités qui travaillaient sur différents aspects de ça, dont le Code des professions, la loi des ingénieurs. On se préparait à des revisions, des refontes de ces choses-là. Et puis, une autre chose qui était externe aussi, c'était en même temps de ça, le gouvernement s'apprêtait à réviser réellement de fond en comble
sa politique forestière. C'était la période là, de Michel Duchesneau, Kevin Drummond, et peut-être l'aspect le plus, pas négatif, mais celui qui accrochait le plus là-dedans, c'était la révocation des concessions forestières, qui finalement, ça s'est fait, mais 20 ans plus tard. Mais l'action était là, la discussion était là, et dans l'ordre, on était loin d'avoir un consensus. Vous le comprenez, parce qu'on avait des gens qui travaillaient dans l'industrie forestière, qui n'avaient pas, n'iraient sûrement pas admettre qu'ils avaient fait un mauvais travail parce qu'ils avaient fait du bon travail. Et du côté de la révocation de tout ça, certains jugeaient que la révocation des concessions était parce que ces ingénieurs, les gens qui travaillaient dans l'industrie, avaient fait du mauvais travail. Et quand on a voulu présenter le mémoire sur la nouvelle politique forestière, là, chercher l'unanimité, ça a été assez difficile. Il a fallu y aller avec une présentation au comité parlementaire, de leur dire, nous n'avons pas l'unanimité, mais nous avons la majorité. Et ça a été la façon que le mémoire a été présenté. Alors, ça a été une année réellement importante. Ce que j'ai découvert hier en allant voir les archives, c'est que pendant cette année-là, on a fonctionné avec 14 comités différents sur différents sujets, soit à l'interne à l'ordre ou à l'externe à l'ordre. Ça a impliqué plus de 120 membres de l'ordre, ce qui est 20 de l'ensemble de notre groupe. Et ça a donné environ 4000 heures de travail bénévole. Une chose que je dois rappeler, c'est que du président aller jusqu'à tout membre du comité, tout était bénévole, sauf les 2 personnes et l'assistance de la sténo qu'on avait dans le show. Les statistiques que M. Lizotte donnait à ce moment-là, à la fin du mandat, sur le nombre de pages qui avaient été produites, parce qu'il avait fallu toutes ces choses-là qui avaient été produites, avaient été soumises à la consultation des membres. Alors, l'Internet, oublie ça, ça n'existe pas. Ça veut dire que chaque consultation avait été faite soit en envoyant des lettres et en ayant les retours, ou, dans mon cas à moi, j'ai visité chacune des cellules régionales. On a fait des réunions assez fréquentes pour présenter le point de vue, recueillir ça a été une année très occupée, une année où, veux pas, tu finis par te faire connaître, t'aimer puis taillir. Alors, ça a été mon lot durant cette année-là. J'ai grandement apprécié ça. Surtout, ce qui est apprécié, ce que je viens de te dire, hein, il y a plus de 120 personnes qui ont donné leur temps. Alors, c'était vraiment pas mon œuvre cette année-là. C'était celle de tous ceux qui avaient contribué. J'ai aucune notion de combien il y avait de femmes dans l'ordre à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il y en avait beaucoup. Est-ce qu'on aurait fait les choses différemment aujourd'hui qu'en 1971? Bien, d'abord, on aurait eu des moyens différents. Et peut-être que notre consultation aurait donné de meilleurs résultats, parce qu'on n'avait pas obtenu, dans le fond, tant de réactions que ça à nos consultations. Alors, en utilisant, par exemple, l'Internet, en étant encore plus présent via les conférences, peut-être, qu'on est capable de les faire aujourd'hui, on aurait peut-être obtenu plus à fond l'opinion de nos membres. Mais non, je crois que j'ai fait le mieux, comme je le disais tout à l'heure, le mieux avec les moyens qu'on avait. Et je vais toujours garder une admiration profonde pour la contribution que tous les membres faisaient. Tu demandais à quelqu'un de contribuer et la réponse était presque toujours « j'ai le temps et je vais le faire ». Les choses qu'il fallait penser à ce moment-là aussi, c'est que ça prenait des employeurs qui te donnaient beaucoup de temps. Moi, dans mon cas, ça a été facile. Ma première implication à l'ordre, mon patron à ce moment-là était François Matte. François Matte avait déjà été président de l'ordre, alors il savait exactement ce qu'il faisait. Lorsqu'il m'a dit « oui, implique-toi, on va t'aider, on va te donner le temps de le faire ». Et le deuxième patron que j'ai eu était Marcel Lortie. Et Marcel, au moment où j'ai dit « écoute, on m'offre de devenir président de l'ordre, est-ce que je devrais accepter? Vas-y tout de suite, parce qu'autrement, ils vont te le demander 3 fois dans les 3 prochaines années. Vas-y à fond, et je vais t'appuyer. »
Alors, ça a été il fallait vraiment qu'on ait cet appui-là parce que ça demandait beaucoup de temps de pouvoir faire ce travail-là. Et c'est un travail qu'il fallait emprunter au temps normal qu'on dévouait à nos tâches pour lesquelles on était payé, dans le fond. Il y a une différence énorme entre l'obligation qui est faite à l'ordre aujourd'hui de celle qui était faite à la corporation en 1971. La protection du public, oui, était vraiment notre but principal. C'était la raison de notre existence. Mais on avait aussi peut-être beaucoup plus d'accent qui était mis au social. Donc, on avait peut-être un peu plus de rapprochement entre nous, entre les membres, du côté social. Ce n'est pas un luxe que peut-être l'ordre peut s'offrir aussi bien aujourd'hui qu'elle s'offrait dans ce temps-là. C'est peut-être une chose qui pourrait être refaite, mais encore une fois, ça demande des ressources extraordinaires. Et si on n'aurait pas pu compter sur les ressources de bénévolat qu'on avait dans les années 70-71, et bien après ça, et bien avant ça aussi, là, on n'aurait pas pu avoir ce mouvement, cet accès social qu'on avait à ce moment-là, qu'on a aujourd'hui. Plus tu amènes les membres à se rencontrer, à se connaître, à parler de leur passion, parce que si on n'a pas la passion, je ne sais pas pourquoi on est là, hein. Et plus tu as des chances qu'ils veuillent se dévouer à l'ordre ou à la bonne gestion de la forêt, là, en dehors de leur travail normal. Dans les derniers jours, j'ai eu à préparer de mémoire quelles étaient les grandes lignes de la période où j'ai été président de l'Ordre des ingénieurs forestiers. Et évidemment, j'ai travaillé de mémoire et je me suis aperçu très rapidement que même entre ma mémoire et l'imagination, j'avais donné un peu plus de place à l'imagination. Heureusement, j'ai eu accès aux documents de mon temps en allant passer quelques heures à l'Ordre et découvert une mine d'histoire extraordinaire. Entre autres, les actes des différents congrès depuis le début de notre organisation, les comptes rendus de tous les comités qui avaient, moi je me suis limité à ceux qui avaient agi pendant mon mandat, les rapports annuels. Je me dis que tout ça est bien conservé, c'est fantastique que ce soit archivé, mais ce serait tellement beau si c'était disponible de façon numérisée. Alors, mon message à l'Ordre, que je pense que la Société d'histoire forestière ne ferait aucune objection à favoriser, ce serait de numériser tous ces documents-là le plus rapidement possible pour qu'ils soient disponibles à l'histoire et au futur.